Bonjour à tous, c'est Antoine et ça y est, on sait que l'année est pleinement lancée puisque je suis là pour vous parler de la première série Marvel sur Disney+ de 2024, à savoir Echo. Enfin non, pardon, Echo. Si le personnage ne vous dit rien, c'est parce que Maya Lopez, de son vrai nom, est une héroïne très secondaire des comics Marvel. Et pourtant, elle est unique à plus d'un titre. Déjà parce qu'elle est d'origine amérindienne, ce qui est rare chez Marvel, et surtout, elle est sourde, ce qui est encore plus rare. C'est en partie pour cette raison qu'elle est régulièrement connectée aux aventures de Daredevil, ce qui semble d'ailleurs être l'ambition première de cette série. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur notre partenaire du jour. Salut! Pardon pour cette interruption, j'en ai seulement pour 2 minutes. Aujourd'hui, j'ai envie de vous conseiller l'une des sorties cinéma de la semaine, à savoir Scrapper, un film dont nous sommes partenaires et qui se trouve être le premier long métrage de la réalisatrice britannique Charlotte Regan. Scrapper raconte l'histoire de Georgie, une petite fille dont la mère est récemment décédée et qui se débrouille depuis pour se faire un peu d'argent en volant des vélos. Pour pouvoir continuer à vivre dans la maison de sa mère, elle raconte à tout le monde qu'un oncle prend soin d'elle et uniquement son meilleur ami Ali sait que Georgie vit en fait toute seule. Enfin, jusqu'à ce que son père, qu'elle n'a jamais connu, débarque de nulle part. Tout comme Billy Elliot en 2000 ou Le Géant égoïste en 2013, Scrapper s'inscrit dans le genre du cinéma social britannique en étudiant particulièrement la question des enfants défavorisés. Mais attention, dans Scrapper, il n'y a aucun misérabilisme. En épousant le point de vue haut en couleur de Georgie, Charlotte Regan parle des malheurs et des bonheurs de la petite fille avec originalité, humour et émotion. J'apprécie particulièrement la manière dont la réalisatrice parle du deuil que traverse la petite fille en montrant les araignées de la maison dont Georgie prend soin, comme des vieux souvenirs auxquels elle s'accroche. En développant toute une esthétique et des effets de mise en scène autour de l'architecture de cette banlieue pas très riante, le film déniche le charme de ce quotidien au sein duquel une relation extrêmement touchante va se développer entre Georgie et son père. Sans idéaliser et sans caricaturer ses personnages, Charlotte Regan trouve le bon ton pour nous faire rire et pleurer, et des films comme ça, on en voudrait tous les jours. Alors n'hésitez pas, c'est dès le 10 janvier au cinéma. Avant de s'attaquer à la série Echo en elle-même, il est intéressant de s'interroger sur la raison d'être de cette nouvelle production, surtout en ce moment alors que le MCU va plutôt mal. Sur le papier, Echo est loin d'être un projet très vendeur, puisqu'il s'agit d'un spin-off de la série Hawkeye qui était déjà loin de faire des records d'audience. On y découvrait Maya en pleine quête de vengeance, puisque Hawkeye avait tué son père pendant sa période Dark Sasuke, où il massacrait des mafieux avec son katana. Mais le twist, c'est qu'en fait, c'est le caïd qui avait planifié cette mort en relâchant des infos, ce qui lui a valu une petite balle dans la tête de la part d'Echo à la fin de la série. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai moi-même relu des résumés Wikipédia pour m'y retrouver un peu. C'est dire à quel point la continuité du MCU, qui a longtemps été sa force, avec ses clins d'œil, ses caméos et le sentiment d'appartenance des fans, est maintenant sa plus grande faiblesse. Alors que l'arrivée de Disney+ a coïncidé avec le début de la phase 4, Marvel semblait prêt à se réinventer par la connexion entre les films et les séries. Sauf qu'entre-temps, la franchise a enregistré des bons gros beats critiques et publics, et les séries Disney+ ne cessent de perdre des spectateurs réguliers depuis l'effet de surprise de WandaVision. Même Loki, qui reste à l'heure actuelle le plus gros carton de Disney+ côté Marvel, aurait perdu près d'un tiers de ses spectateurs sur sa saison 2 si on en croit les analyses d'audience de Nielsen. Du coup, même si la logorée marketing de Marvel essaie de prouver le contraire, Echo est une série un peu coincé par l'état actuel du studio, alors que sa mise en chantier a démarré au moment où Marvel ne jurait que par Disney+. Visiblement, produire du spin-off en pagaille sur des personnages méconnus n'est pas gage de succès, qui l'eût cru, mais c'est aussi ce qui rend la série intrigante. Car depuis ses premières bandes annonces, Echo veut nous prouver que c'est une série qui sort du moule habituel du MCU. Déjà, elle ne dure que 5 épisodes, et contrairement à d'habitude, Disney+ les sort tous d'un coup. J'en profite pour préciser que j'enregistre cette vidéo avec un peu d'avance puisqu'on a pu voir les 3 premiers épisodes en amont, donc c'est sur eux que je vais baser cette critique. En sachant que de toute façon, c'est aussi et surtout le contexte de sortie qui m'intéresse ici. Et oui, puisqu'avec Echo, c'est l'occasion pour Marvel d'introduire un nouveau label intitulé Marvel Spotlight en référence à une collection de comics des années 70 qui ont vu émerger des personnages un peu particuliers à l'instar de Ghost Rider. Le principe, c'est d'en faire un tampon qualitatif qui permet de raconter des histoires plus resserrées, moins massives en termes d'échelle et surtout moins cadenassées par la continuité de la saga. Alors soyons honnêtes tout de suite, tout ça sent bon le retourné acrobatique face à la fatigue super-héroïque, histoire de transformer en planification réfléchie une situation de crise. Sur ce point, il est amusant de voir qu'Echo ne répond même pas aux exigences de Marvel sur le label Spotlight, puisque dans un communiqué de presse, le responsable du streaming chez Marvel, Brad Winderbaum, a dit
Et je cite, « Marvel Spotlight nous permet de raconter des histoires centrées sur des personnages ancrés dans notre monde. Avec Echo, on s'intéresse à des enjeux terre-à-terre plutôt qu'à la continuité du MCU. Tout comme les fans de BD n'avaient pas besoin de lire Avengers ou les 4 Fantastiques pour apprécier un comics Ghost Rider, notre public n'a pas besoin d'avoir vu les autres séries Marvel pour comprendre l'histoire de Maya. » Sauf que ça, désolé, mais c'est pas vrai. Et on en a la preuve avec le premier épisode d'Echo qui veut nous raconter la jeunesse du personnage, les événements d'Hawkeye et nous introduire au passage ce qui nous attend dans le présent de la série. Donc c'est un peu le bordel et même si certaines séquences fonctionnent pas mal, d'autres sont rushées parce que Marvel suppose qu'on les a déjà vues ou comprises. Et puis il y a l'autre truc sur lequel se vend Echo et c'est sa violence supérieure à celle jusque-là très clinique du MCU. Bon rassurez-vous, ça devient pas soudainement un Serbian film, on parle juste de très légères gerbes de sang et de combats un peu plus brutaux qu'à l'accoutumée, même si je dois reconnaître que c'est pas forcément déplaisant. Après, je sais pas pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça chez Marvel. Ouais non, ça me revient pas. Là-dessus, le premier épisode a le mérite d'offrir un sacré tour de force par la forme d'un plan séquence lors d'une bagarre qui fait sacrément plaisir. C'est franchement dynamique, bien bourrin comme il faut, et ça regorge de petites idées pour relancer les enjeux et la gestion de l'espace. Attends, après... Là, en parlant de ça, j'ai un sentiment de déjà-vu, mais j'arrive pas à remettre le doigt dessus. Ah mais si, c'est comme dans la meilleure série Marvel, Iron Fist. Vous l'aurez compris, Echo cherche avant tout à réveiller l'héritage de la série Daredevil, diffusée à l'origine sur Netflix. Alors on l'oublie souvent parce que Marvel l'a quelque peu décanonisé du MCU, mais à la base c'était vraiment connecté avec les films, puisqu'on y parlait de l'attaque de New York à la fin d'Avengers. Mais comme Daredevil était beaucoup plus violent et rêche que le reste de la prod uniformisée de la marque, la série a fini par être plus ou moins évincée avec ses petits camarades Punisher, Jessica Jones et autres. Cependant, Marvel devrait définitivement se mettre à la gym puisque dans un autre très beau retourné acrobatique, ils ont commencé à remettre Daredevil dans le canon de la saga avec Spider-Man No Way Home et maintenant Echo avant qu'il ait droit à sa propre série Daredevil Born Again. Du coup, derrière l'écran de fumée de la nouveauté que nous promet Echo, il y a surtout du recyclage pas très habile avec pour attraction principale le retour de Vincent D'Onofrio en Caïd qui reste, pour poser les termes, l'un des meilleurs castings ever d'une adaptation Marvel. Mais ça en serait presque malhonnête étant donné qu'Echo promet enfin de se concentrer sur un personnage vraiment différent des super-héros classiques. Parce que bon, depuis tout à l'heure, je râle, mais il y a des trucs sympas dans Echo. Surtout quand ça s'éloigne des codes habituels de Marvel. Une bonne partie de l'intrigue se déroule dans l'Oklahoma natal de l'héroïne, et j'aime vraiment bien comment la mise en scène s'attarde sur des petits détails de cette Americana en toc, celle des Occidentaux qui se sont accaparés l'histoire des Amérindiens. Si les super-héros et les figures de comics se forgent leur propre identité, c'est ici tout le propos de la série qui en joue lorsqu'elle développe les personnages secondaires qui gravitent autour de Maya et qui pour une fois sont à peu près écrits. Au final, les surprises d'Echo ne résident pas dans ses caméos, mais dans ses quelques prises de risques stylistiques. Je vais pas trop en dévoiler, mais au travers des origines du personnage et du folklore qui l'entoure, les épisodes se permettent des introductions qui piquent dans des inspirations cinématographiques très diverses, du western muet à Apocalypto de Mel Gibson. Oui. Je vais pas dire soudainement que Marvel travaille l'émotion, mais il y a quand même des scènes qui font leur petit effet. En particulier lorsque la série s'adapte au point de vue de sa protagoniste et à son handicap. Au-delà du traitement très naturel de la langue des signes dans les scènes de dialogue, la série réfléchit plutôt bien les moments où on est censé entendre les sons autour de Maya et les moments où on assume sa pleine subjectivité. Malheureusement, tout ça reste bien maigre malgré l'investissement évident d'Alaqua Cox dans le rôle de Maya. Encore une fois, j'ai vu que 3 des 5 épisodes d'Echo, mais pour le moment, il s'est pas passé grand-chose, si ce n'est une séquence de braquage de train en pleine nuit filmée avec la même sous-exposition qui me gonfle dans les productions actuelles. J'ai même envie de dire que d'un point de vue de son écriture, la série semble tomber dans les éternels travers des séries Disney+ mal structurées, et pour ça je vous renvoie à ma vidéo sur le sujet. Mais disons que si vous vous souvenez de ce que je disais sur le midpoint, le pic à mi-parcours souvent bien artificiel chez Marvel, la fin de l'épisode 3 d'Echo devrait être assez parlante. Je me suis même dit qu'en racontant une énième histoire de vengeance d'anti-héroïne bien décidée à récupérer l'empire de son ancien ennemi, Echo a tout pour être le livre de Boba Fett version Marvel, ce qui n'est pas vraiment un compliment. Après, la fin pourrait être une étonnante surprise, mais passé le côté galvanisant de son introduction, Echo ne cesse de décevoir, alors que Disney+ nous avait bien promis un renouveau de sa franchise, un peu comme cet ex toxique qui revient à la charge et vous assure que si, je t'assure, j'ai changé.
Pour le moment, on trouverait ça presque rassurant que Marvel ait réduit la voilure en 2024. En revanche, à écran large, nos Avengers maison sont toujours aussi productifs et se rejoignent toutes les semaines dans notre podcast La Réu, où on est entre autres revenu sur l'état inquiétant du MCU. Mais avant cette chaîne YouTube, Écran Large, c'est surtout un site avec plein de critiques variées et d'actu tous les jours. Si vous voulez nous soutenir, on propose un abonnement qui vous permet d'avoir accès à des articles exclusifs chaque semaine où on revient en détail sur du cinéma de patrimoine, sur des analyses de box-office ou même sur des bandes originales de films qu'on kiffe. Le lien est en description et sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao!